inspirations par rapport aux expériences qui seront partagées. Donc, tout ça. Oui, Aziz. Voilà, tout ça nous permettra en tout cas d'avoir donc ces éléments-là et nous permettra en tout cas de mieux nous outiller et essayer en tout cas d'intégrer ça dans le travail qui nous attend tous. Voilà, donc c'est sur ces mots-là que je voudrais véritablement souhaiter à toutes et à tous une très bonne session et réitérer en tout cas toute mon ouverture et toute ma confiance par rapport au travail qui nous attend et pour que la FEA puisse rayonner en tout cas au plus haut sommet. Je vous remercie. Merci beaucoup, Aziz. Donc, on te félicite une nouvelle fois pour cette élection. On te souhaite aussi bonne chance dans cette présidence. Rapidement, on va faire un tour de table des participants très rapidement. Je commence par moi-même. Donc, je suis Alassane Koringo-Sagnan. Donc, je suis chargé de mission au niveau de la coalition O. Julie, tu veux peut-être te présenter? Ça marche, merci. Bonjour et merci de m'accueillir ici aujourd'hui. Je suis ravie d'être avec vous. Je suis Julie et je suis conseillère en plaidoyer auprès du gouvernement britannique à WaterAid. Et avant ce rôle, je travaillais aussi dans l'équipe campagne internationale à WaterAid. Merci. Merci beaucoup, Julie. Célestin, tu es là? Tu nous entends? Célestin? André, tu peux y aller en attendant que Célestin soit OK. André Zoko. André, tu nous entends? Oui. Oui, le temps d'ouvrir mon micro. Bonjour à toutes et tous. Moi, c'est André Zogo. Je suis le président du CANEA, qui est le collectif au Bénin. Et je vais partager avec vous quelques notes que j'ai prises à partir du processus d'évaluation du PNA du Bénin. Merci. Super, merci beaucoup André. Sadiga. Sadiga, est-ce que tu nous reçois? Oui. Oui, je te reçois. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Sadiga Kamara. Je suis le président de la CENAP. La CENAP, c'est la coalition nationale pour le plaidoyer pour l'eau de la Guinée. Et je suis le point focal titulaire pour l'affaire. Merci beaucoup. Merci. On va rester en Guinée. Donc, Dalanda. Et vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous et à toutes aussi. Je suis Madame Mariam Dalanda Diallo. Je suis membre de CENAP en Guinée et je suis suppléante aussi de cette association au niveau de la Guinée. Merci beaucoup. Merci Dalanda. Fatmata, est-ce que tu nous entends, Fatmata? Tu es là? Fatmata Bansé. Jacques Gaba, en attendant. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Gaba Jacques. Je suis animateur du réseau Conseil de concertation pour l'eau et l'assainissement de base au Togo. Merci beaucoup, Jacques. Dieudonné Bationo. Oui, moi, c'est Dieudonné Bationo de l'ONG Où Vive Burkina. Voilà. Merci, Dieudonné Kadija Sissoko. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je me nomme Sissoko Kadija. Je suis chargée de projet au niveau de la CNC par la Coalition nationale de la campagne internationale pour l'eau potable et l'assainissement au Mali. Merci, Kadija, et bienvenue au sein de l'affaire. Félix. Merci. Félix Sadeinka, membre du CANEA Bénin. Merci, Félix. Marie Bouis. Bonjour, je remplace Sandra Métayer à la coalition eau. Donc, je suis à la coalition eau chargée de plaidoyer pour 6 mois. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup, Marie. Mongono. C'est Mongono Eli de la Guinée. Je suis membre de la coalition nationale Action et plaidoyer pour l'eau de la Guinée. Merci beaucoup. Moglo Komi Roger.
Bonjour à tous. Moi, c'est Roger Komi-Moglo. Je suis le secrétaire exécutif du Conseil de concertation pour l'eau et l'assainissement de base au Togo. Merci, Roger. Louise Bonnel. Bonjour, je suis donc Louise Bonnel et je suis chargée de mission eau, hygiène, assainissement pour le partenariat. Merci, Louise. Jean Bananzaro. Allez-y, Jean. On ne vous entend pas. Ça ne marche pas. Ouais, on revient à vous. Je pense que vous avez un souci de micro, donc on revient à vous. Herman Kambou. Herman, vous Oui, nous bonjour à entendez? tous. Oui. Je suis allez-y. Herman Kambou de Ouattara, Burkina Faso. Merci beaucoup, Herman. Baudelain Dogmo. Bonjour à tous. Bonjour Alassane. Baudelain Dogmo de AME Cameroun. Merci, Baudelain. Kuilga Marc Yameogo. Apparemment, vous n'êtes pas connecté. Daouda Sano. Bonjour, moi c'est Daouda Sano. Je suis expert eau, hygiène, assainissement en gouvernance. Je suis de l'ONG Accra et donc je suis membre de la POSEAS, la plateforme des ESC eau, hygiène, assainissement du Sénégal. Merci, Daouda. On revient à Kuilga Marc Yameogo. C'est bon? Marc? Oui, bonjour. Je suis Kuilega Makiamero, chargé de projet à Ouattara de Burkina. Merci beaucoup, Marc. Timothée de Guélec. Oui, bonjour, Timothée Le Guélec, donc pour Première Urgence Internationale, je suis référent eau, hygiène, assainissement. Enchanté. Merci beaucoup, Djibril Bari. Djibril Bari. Roque Drago. Oui, bonjour à tous. Je suis Roque Drago, manager communication Ouattara de Burkina Faso. Merci, Roque. Notre ami Tabalaba. Est-ce que tu nous reçois, Tabalaba? Oui, bonjour, je vous reçois 5 sur 5, merci. Oui, Allô? tu peux te présenter, oui. Ok, bonjour à tout le monde. Moi, c'est Tabalaba Bourema. Je suis le directeur de la CNC Pawash au Mali. Super, merci beaucoup. Donc, je pense que pour ceux qui ne se sont pas présentés, donc, ils le feront en prenant la parole lors de la session d'échange. On va essayer d'avancer et démarrer. Il est déjà 9h20. On va démarrer cette session avec une première intervention de Julie Henry de WaterAid qui va nous présenter un peu le guide méthodologique de WaterAid sur l'intégration du WISH dans les CDN et les PNA. Julie, je te laisse la parole pour cette première présentation. Merci beaucoup, Alassane. J'essaie de présenter mon écran. Je ne sais pas, vous pouvez voir l'écran maintenant? Oui, mais est-ce que tu peux mettre en mode diapo pour que ça soit bien visible? Alors, j'ai fait ça de mon côté. Je vais voir que vous n'avez pas ça de votre côté. C'est en mode diapo maintenant ou toujours pas pour vous? Non, pas pour nous. Ce n'est pas encore le cas. Laisse-moi repartager, voir si... Oui, allez, vous pouvez repartager pour voir. C'est bon? Non, ce n'est pas encore en mode diapo. Je vais attendre des fois que ce soit une histoire de connexion. Oui, peut-être que c'est ça. Ça prend un peu de temps. Est-ce que tu veux que je commence et si vraiment ça vient pas, tu me dis? Sinon, ouais, tu peux commencer. Ouais. Ouais. C'est ça, allez-y. Dérouler parce que c'est assez clair quand même. Allez-y, ouais. Ok, ça marche.
Bonjour, je suis donc Julie, je me suis présentée auparavant, je suis conseillère en plaidoyer pour WaterAid et anciennement je travaillais donc dans notre équipe de campagne où l'une de mes missions était de coordonner notre objectif autour des PNA et des CDN. Et c'est donc lors de ce rôle qu'on a développé le guide méthodologique qu'on va vous présenter aujourd'hui. Ça a vraiment été un effort très collaboratif, aussi bien avec mes collègues à WaterAid qu'avec nos partenaires. On a eu Action contre la faim qui a contribué à ce guide, ainsi que Sanitation and Water for All. Donc, je voulais aussi créditer nos partenaires pour ce guide. Est-ce que quand j'avance les diapos comme ça, c'est en mode diapo? Toujours pas. Non, Est-ce que tu as déjà avancé? Tu es passé au prochain diapo là? Ouais. Parce que là, c'est sur le premier là. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Il y a peut-être un souci de connexion. Voilà, là, on est sur le deuxième diapo. C'est bon, oui. Bah ouais, mais laisse-moi aussi. Ça marche comme ça? On est sur l'agenda qui s'affiche. Ok, bon, je vais faire comme ça. Du coup, j'ai juste présenté un très bref agenda pour vous montrer les différents éléments qu'on va couvrir au cours des 20 prochaines minutes. Je vais vous donner un bref contexte du guide de WaterAid sur l'intégration de WASH dans les PNA et les CDN. Je vais ensuite vous présenter nos 3 versions du guide méthodologique. Ensuite, je vais parler de nos 5 recommandations qui sont vraiment le cœur de notre guide méthodologique. Et je vais vous présenter les 5 outils que nous avons inclus donc, dans ces 3 versions du guide pour vous aider à pouvoir faire du plaidoyer et de l'influence autour de l'intégration de WASH dans les PNA et les CDN. Et si on a le temps à la fin, j'aimerais bien vous montrer aussi juste à quoi ressemblent les guides en entier. Donc plutôt une présentation relativement théorique et j'aurai ensuite Célestin qui viendra pour parler plus concrètement de l'influence qu'il fait au Burkina. Oui. Est-ce que vous voyez ma 3e diapositive? Ça ne s'affiche pas encore, donc tu peux cliquer là-dessus en attendant de voir si ça va charger. Et si je fais comme ça? Oui, c'est bon. Ok, je pense que je vais devoir faire un peu de... Ok, ça marche. Du coup, pour nous, le plaidoyer autour des PNA et des CDN, c'est vraiment très important à WaterAid. On a identifié ce processus d'influence comme un processus clé pour intégrer le WASH en tant que solution d'adaptation à la crise climatique. On sait aussi qu'il y a de nombreux bailleurs, notamment les banques multilatérales de développement, les bailleurs bilatéraux et les fonds climatiques qui financent les PNA et les CDN. Donc pour nous, on voit ça comme des documents stratégiques à influencer pour pouvoir financer des projets d'eau, d'assainissement et d'hygiène dans le contexte du climat. Et enfin, on voit les PNA et les CDN comme une opportunité d'intégrer WASH dans les secteurs transversaux qui sont pertinents, tels que la santé, l'agriculture et la nutrition. Nous, à WaterAid, on a environ 10 pays qui font du plaidoyer actif autour de l'intégration du WASH dans les PNA et les CDN. J'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup de collègues de certains de ces pays dans cet appel, donc ça va être intéressant, je pense. On a évidemment le Burkina Faso et on aura Célestin qui présentera le plaidoyer dans son contexte. On le fait également au Ghana, au Niger, en Éthiopie, au Madagascar, en Ouganda, en Tanzanie, au Mozambique et aussi en Asie du Sud, au Bangladesh et au Pakistan. Et donc, initialement, ce guide qu'on va vous présenter aujourd'hui a été développé pour un besoin interne de progresser notre objectif autour des PNA et des CDN. Mais assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il répondait également à une demande externe. Lorsque l'on a parlé avec nos partenaires à NDC Partnership, ils nous ont dit que 10% de toutes leurs demandes étaient liées à des problématiques liées à l'eau. Et
quand on a commencé également à parler du développement de ce guide lors de la Semaine africaine pour l'eau, lors de la COP, etc., on a vraiment ressenti un intérêt de la part de nos partenaires pour ce guide. Donc, c'est aussi pour ça qu'on l'a rendu disponible de façon plus élargie. Du coup, nous avons... Alors, j'ai changé de diapositive. Est-ce que vous êtes avec moi sur la diapositive qui dit les 3 versions de notre guide? Non, là, c'est encore sur le contexte. Okay. Ça ne peut pas aujourd'hui. Alors, c'est bon, c'est bon. OK. Vas-y, okay. c'est bon. Du coup, on a 3 versions différentes pour notre guide. Et la raison pour cela, c'est quand on a développé notre guide, on a vraiment essayé de faire en sorte qu'il soit le plus utile et le plus pratique possible. Donc, on a vraiment essayé de réfléchir aux différents publics et partenaires avec lesquels le guide va être utilisé, ainsi que les différents contextes dans lesquels ce guide méthodologique peut être utilisé. Donc, la première version, c'est tout simplement un document promotionnel de 2 pages qui, comme son nom l'indique, peut être utilisé à des fins promotionnelles, soit lors de réunions avec des gouvernements ou des partenaires lorsque vous voulez promouvoir le guide, ou alors c'est aussi un document relativement facile à distribuer lors d'événements. Ensuite, on a un guide technique relativement long qui est destiné aux partenaires techniques et aux représentants des gouvernements qui sont directement impliqués dans l'élaboration des PNA et des CDN. Et ensuite, on a un guide qu'on avait appelé version boîte à outils ou version toolkit en anglais. Et on envisage que cette version du guide est plutôt à utiliser lors des ateliers sur les PNA et les CDN qui sont organisés par les gouvernements. Du coup, 3 versions différentes, mais toutes les versions ont plus ou moins 5 outils principaux. Le premier outil, ce sont donc nos 5 critères et nos 5 recommandations que je vais vous présenter. C'est vraiment le cœur de notre guide. On a ensuite un cadre d'évaluation, une liste de contrôles détaillés pour nos 5 critères. Et ensuite, on a beaucoup d'exemples d'exécution, donc soit d'exemples d'exécution qu'on a trouvés lors de notre analyse et qui répondaient bien à nos 5 critères, soit des propositions de texte pour intégrer le WASH dans les secteurs transversaux pertinents. Et donc, dans le guide, on a identifié 3 secteurs principaux. On a la santé, la sécurité alimentaire et la nutrition, où nos partenaires Action contre la faim nous ont vraiment aidés à former cette section. Et une section sur le WASH dans l'environnement et la biodiversité. Donc là, c'est vraiment des propositions de texte pour vous aider. Alors, l'outil numéro 1, qui sont donc nos 5 critères ou nos 5 recommandations. Ces 5 recommandations, on les a identifiées après avoir analysé 7 PNA et 9 CDN de nos pays. Et ces recommandations sont également basées autour des étapes ou autour des considérations principales pour le cycle de développement ou de révision des PNA et des CDN. Du coup, la considération numéro 1 est autour d'engager les partenaires pertinents et s'assurer que c'est un processus consultatif et inclusif. Julie, pardon, oui. Tu es sur le diapo 5? Ah, alors... Nous, on est toujours sur le 4. Ouais, j'ai avancé. Alors, dis-moi, est-ce que vous voyez les 5 outils principaux? C'est bon, oui. Donc ça, j'ai déjà présenté. Maintenant, je suis sur cette diapositive, nos recommandations. Vas-y, c'est bon. Merci d'avoir indiqué. Du coup, notre critère numéro 1 autour d'un processus consultatif et inclusif. Par ça, ce qu'on veut dire, c'est d'avoir la consultation directe avec les organisations de la société civile, les détenteurs des droits, les acteurs locaux, directement dans l'élaboration du PNA et du CDN.
Et non seulement les avoir en tant que collaborateurs pour développer ces politiques climatiques, mais aussi travailler avec eux pour qu'ils puissent devenir des partenaires de mise en œuvre des interventions et des programmes qui vont être définis dans les PNA et les CDN. Ensuite, notre deuxième recommandation, c'est autour d'intégrer le WASH dans les secteurs transversaux pertinents et notamment de souligner les avantages du WASH à l'adaptation climatique pour les autres secteurs. Donc pour ça, notre recommandation, c'est de s'assurer qu'il y ait des interventions ou des indicateurs de succès WASH à travers les autres secteurs tels que la santé ou la sécurité alimentaire et que du coup, il y ait vraiment ce lien très fort qui soit fait entre WASH et les autres secteurs pertinents. Notre troisième recommandation se tourne principalement autour de l'intégration d'interventions qui sont fortement axées sur le genre. Ici, ce qu'on recommande, c'est que les programmes qui vont être identifiés dans les PNA et les CDN aient des indicateurs de succès clairs et sensibles au genre et que lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de ces programmes, il y ait une consultation et un partenariat qui soit fait avec soit les ministères compétents, soit les organisations des femmes, des jeunes, etc., qui soient vraiment bien prises en compte lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des programmes. Ensuite, notre quatrième recommandation, c'est autour de la définition et de l'inclusion des coûts des programmes WASH à travers les PNA et les CDN. C'est vraiment une étape qui est très importante et on a remarqué lors de notre analyse qui parfois c'était une étape qui manquait dans les PNA et les CDN. Et aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il y a de moins en moins de financement extérieur et que les bailleurs vont prioriser des documents tels que les PNA et les CDN, mais que pour que ces documents deviennent des documents qui puissent être financés, il faut que ce soit très clair pour les bailleurs quel est le manque de financement pour pouvoir mettre en œuvre les programmes qui ont été identifiés. Donc, notre recommandation, c'est de bien chiffrer toutes les composantes WASH dans tous les programmes et de bien identifier les financements conditionnels au soutien extérieur et donc les financements qui doivent être trouvés, ainsi que les financements inconditionnels qui existent déjà au niveau national. Et enfin, notre cinquième recommandation, c'est lorsque vous définissez des indicateurs de succès dans votre PNA et votre CDN, c'est de s'assurer que ces indicateurs s'alignent bien avec l'objectif mondial d'adaptation. Je ne sais pas vraiment à quel point ce groupe est familier ou non avec cet objectif, mais c'est un objectif qui a été défini sous les accords de Paris. Et qui a identifié 7 cibles thématiques lors de la COP28 à Dubaï. Et la cible thématique numéro 1 est autour de l'eau et de l'assainissement. Et en fait, depuis la COP28 à la COP3 de cette année, il y a maintenant un groupe d'experts et de négociateurs qui sont en train de définir les indicateurs de succès sous chacune de ces cibles thématiques. Et il y a énormément d'indicateurs WASH qui sont pertinents. Et donc, l'idée, ce serait que lorsque vous avez des interventions WASH sous l'adaptation climatique, de vous assurer que vos interventions et vos indicateurs de succès s'alignent bien avec les indicateurs qui sont en ce moment en développement. Et j'en parlerai un peu plus dans ma présentation. Et donc ça, c'était donc l'outil numéro 1 et notre outil principal. Je passe à l'outil numéro 2, qui est notre cadre d'évaluation. Est-ce que vous voyez tous ma diapositive sur l'outil numéro 2? Oui, c'est bon. Oui. Ok, super. Du coup, ce cadre d'évaluation, on l'a fourni pour chaque critère.
afin de vous aider à évaluer dans quelle mesure votre précédent PNA ou NDC répond déjà à ces critères et pour vous aider à identifier les points à améliorer avec vos gouvernements et avec vos partenaires lors de l'élaboration de vos prochains NDC ou PNA. Si vous êtes déjà à un stade plus avancé, vous pouvez quand même utiliser ce cadre d'évaluation pour voir dans quelle mesure la révision de votre PNA ou votre NDC répond à ces critères. Et on trouve que c'est un outil plutôt utile qui peut être soit utilisé avec vos points focaux ou avec vos consultants qui sont en train d'analyser vos derniers PNA et vos CDN. Je vous ai donné sur cette diapositive un exemple de ce à quoi ce cadre d'évaluation ressemble. Donc, par exemple, pour notre critère numéro 1 autour d'un processus de développement inclusif, on a 3 niveaux trois critères sous cette recommandation d'évaluation sur lesquels vous pouvez donc évaluer à quel point vous avez plus ou moins répondu à ce critère. Critère numéro 1, vous avez en effet conduit des consultations avec les organisations de la société civile et les détenteurs de droits pour élaborer votre PNA et CDN et leur contribution a été reconnue dans le document. Ça, ce serait donc par exemple une chose à faire sous la recommandation 1. Un autre critère à remplir, ce serait que vous ayez identifié des partenaires de mise en œuvre pour vos projets WASH. Et une troisième chose à faire sur ce critère, ce serait de vous assurer que les organisations de la société civile et les détenteurs de droits avec qui vous aurez collaboré pour élaborer votre PNA et votre CDN soient également identifiés comme partenaires de mise en œuvre des projets WASH. Et donc, on a un cadre d'évaluation pour chacun des 5 critères. Malheureusement, je pense que pour 20 minutes, je n'aurai pas le temps de vous en parler de tous, mais c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble dans notre guide. Ensuite, notre troisième outil, c'est une liste de contrôles qui est détaillée. Donc, c'est un peu un cadre d'évaluation, mais sous un autre format qui est un peu plus concret et un peu plus détaillé pour analyser ce qui est déjà présent et ce qui manque pour pouvoir vraiment répondre à nos 5 recommandations. Cette liste de contrôle plus détaillée se prête plutôt bien lors d'ateliers organisés par le gouvernement ou lors de réunions avec les points focaux ou les membres techniques de gouvernement qui rédigent votre PNA et votre CDN pour faire une revue un peu plus détaillée. C'est que nous, nos collègues en Tanzanie, ils ont utilisé ça et ils utilisent cet outil pour leur révision. Et donc là, c'est voilà, vous voyez sur l'écran du coup, c'est pour chacune des recommandations, des critères un peu plus détaillés et des questions pour vous guider et voir ce que vous avez déjà bien fait, ce que vous pouvez améliorer. Du coup, notre outil numéro 4, pour chacun des 5 critères, on a également fourni des exemples qu'on a trouvés lors de notre analyse de nos 5 pays. Et ces exemples, en fait, on trouvait qu'ils exécutaient plutôt bien les 5 recommandations que nous avions faites. C'est un outil qui a été demandé en fait par nos pays qui disait que très souvent, c'était difficile de savoir comment intégrer le genre dans leur programme, comment chiffrer les projets de façon détaillée, etc. Donc, l'idée, c'est de présenter des exemples qui l'ont relativement bien fait comme source d'inspiration. Mais évidemment, ce sont des exemples qui peuvent être améliorés et ce sont des exemples qui doivent évidemment être adaptés aux réalités de vos contextes. Donc là, l'exemple qu'on a mis dans cette présentation, c'est sur l'intégration du genre dans les services WASH. On a 2 exemples.
Un au Madagascar qui avait identifié un objectif de programme spécifiquement lié aux besoins des femmes. Donc leur objectif de programme, c'était les priorités spécifiques des femmes sont identifiées et effectivement prises en compte dans la planification et la construction des infrastructures d'eau et d'assainissement. Et on avait également un exemple au Cambodge dans leur CDN qui, celui-ci, avait des indicateurs de succès qu'on trouvait très intéressants parce qu'ils ils incluaient très clairement les femmes. Donc, par exemple, ils avaient 50% des bénéficiaires du projet sont des femmes, 50% des parties prenantes aux consultations sont des femmes, ou 50% des participants aux formations sur des nouvelles technologies et des systèmes d'eau flexibles sont des femmes. Donc là, j'ai évidemment présenté des exemples pour le critère numéro 3. On a fait ça pour chacune de nos recommandations. Et donc enfin, notre 5e outil, ce sont des exemples de textes d'inspiration pour mieux intégrer WASH dans d'autres secteurs clés qui sont pertinents dans les PNA et les CDN. Pour notre guide, on s'est concentré sur trois domaines transversaux. On s'est concentré sur la santé, la sécurité alimentaire et la nutrition, et l'environnement et la biodiversité. L'idée de cette section du guide, c'est d'avoir des suggestions de points d'entrée pour le secteur WASH et les autres secteurs pertinents. Donc, vous verrez, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble dans notre guide. Mais on a donc des exemples de textes de positionnement, des exemples d'intervention et des exemples d'indicateurs de succès. Ces propositions et ces suggestions ne sont pas exhaustives et doivent évidemment être adaptées en fonction des réalités de chaque pays. Mais une fois de plus, c'est vraiment pour vous aider et avoir des sources d'inspiration. On sait que des fois, c'est difficile de ne pas avoir d'exemple ou de point de départ. C'est pour ça qu'on a développé cet outil. Et donc, du coup, dans les 2 prochaines diapositives, je vais vous montrer ce à quoi ressemble la section sur WASH et santé. Et malheureusement, je me rends bien compte que c'est très petit pour que vous puissiez lire, mais juste pour vous donner un exemple, sur votre gauche, vous avez un exemple de texte suggéré sur les différents points d'entrée entre WASH et santé. Vous avez par exemple des exemples de texte sur le lien entre le WASH, la santé et la prévention des maladies. Il y a également le lien direct avec le climat et l'impact du climat sur l'accès à la quantité et à la qualité de l'eau et donc l'impact sur la santé des populations. On a également mentionné des exemples de textes sur l'impact des phénomènes climatiques extrêmes sur les infrastructures WASH dans les centres de santé. Et on a également parlé de l'impact particulier sur les femmes dans ce contexte. Donc, vous avez vraiment différents points d'entrée que vous pouvez utiliser comme inspiration si jamais WASH et santé, c'est un nexus qui est pertinent pour vous. Sur la droite de ma diapositive, on a également inclus les indicateurs pertinents qui sont en ce moment débattus pour l'objectif mondial d'adaptation dont je vous parlais plus tôt. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez voir quels sont les indicateurs qui sont en ce moment en train d'être discutés pour que vous puissiez aligner le mieux possible les interventions et les indicateurs que vous allez développer dans vos programmes pour les PNA et les CDN avec ces indicateurs mondiaux. Toujours dans cette section entre WASH et santé, on a également des exemples d'interventions que vous pouvez utiliser comme inspiration. Une fois de plus, il faut vraiment les adapter à vos contextes, mais c'est juste pour pouvoir commencer à avoir quelques idées. Et on a également inclus des exemples lorsqu'on les avait trouvés dans notre analyse. Donc ici, en effet, au Cambodge, ils avaient très bien intégré le WASH et le secteur de la santé. Donc, on a donné des exemples de comment ils l'ont fait dans leur
dans leur CDN, et on a également donné le lien et la référence à la fin pour que vous puissiez le lire plus en détail. Alassane, je pense que je suis à peu près à mes 20 minutes, mais je ne sais pas si j'ai le temps de montrer rapidement au groupe ce à quoi ressemblent les 3 versions de notre guide dans leur ensemble. Vas-y, tu peux terminer rapidement. Vas-y. Merci. Alors, juste pour indiquer, les guides que je vais vous montrer sont en anglais, mais ils sont en train d'être traduits en français, mais c'est juste pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble dans leur ensemble. Donc ici, on a notre document promotionnel de 2 pages qui a un peu de background sur les NAP, les NDC, le lien avec l'objectif mondial d'adaptation. Et ensuite, nos 5 critères et nos recommandations. Alors, oups, pardon. Alors ici, on a notre guide un peu plus long. Est-ce que je peux vous le montrer en plus grand comme ça? Et peut-être même zoomer un petit peu. Donc, on a une partie d'abréviation, l'objectif de ces documents, un petit peu de background toujours sur les PNA et les CDN, comment leur lien avec l'objectif mondial d'adaptation. Quelques ressources pour vous aider au plaidoyer pour les PNA, les CDN. Il y a énormément de partenaires qui aident pour le développement et la révision des PNA et des CDN. Donc, on a mis quelques ressources ici. Nos 5 critères que je vous ai présentés. Le cadre d'évaluation pour chacun des critères. Critère numéro 1. Le critère numéro 2, donc vous voyez, c'est relativement détaillé. L'idée, c'est vraiment de vous accompagner. Le critère numéro 3, toujours avec cet outil. Le critère numéro 4 autour du chiffrage. Ensuite, on a des exemples pour chacun des critères. Donc, je vous avais dit, il y en a un par critère au minimum. Donc, par exemple, critère numéro 1, on a nos collègues au Burkina, on a le Bangladesh. Critère numéro 2, Cambodge, Pakistan, Bangladesh. Et à chaque fois, vraiment, on a inclus les liens et les références pour que vous puissiez facilement retrouver si c'est des exemples qui vous inspirent. Et donc, à la fin, je vous avais montré les points d'entrée pour les 3 différentes secteurs Nexus. Donc, Watch et Santé, c'est ce que je vous ai présenté avec les points d'entrée principaux, les indicateurs du l'objectif mondial d'adaptation, des exemples d'intervention et des exemples qu'on a trouvés dans notre analyse. Et on a exactement les mêmes sections pour nutrition et sécurité alimentaire, les points d'entrée, les indicateurs de l'objectif mondial d'adaptation, des interventions. Et on a également ça pour l'environnement. Pareil, des interventions, les points d'entrée possibles. Et la seule différence de ce guide toolkit, c'est, il me semble, la liste de contrôle plus détaillée qui se trouve ici. Et donc, pareil, pour les 5 critères, vraiment très pratique, très, très facile à utiliser dans différents contextes avec les partenaires ou les gouvernements.
Voilà, c'est vraiment un aperçu relativement rapide et théorique, mais j'espère que ça fera sens une fois que vous aurez également entendu vos collègues présenter la façon dont eux, ils ont fait leur plaidoyer autour de l'intégration des WOSH dans les PNA et CDN. Merci Alassane, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Julie, pour cette brillante présentation. Donc, je rappelle que les 3 guides en version française sont en cours de traduction par WaterAid, notamment par Julie et Célestin. Donc, une fois OK, on vous enverra ces 3 guides-là en version française. Ça prend un certain nombre de temps et un processus de validation qui est assez long. Mais dès qu'OK, on vous partagera ça. Nous allons rapidement passer au regard croisé, donc avec les présentations de Célestin Pouya et d'André Zogo. Et ensuite, on ouvrira la session d'échange de questions-réponses ou d'intervention des collègues. Célestin, est-ce que tu es bien avec nous? Oui, je suis là. Super, merci beaucoup, Célestin. Donc, je te laisse la parole. OK, j'essaie de partager mon écran. D'accord. Ouais. Ça y est, vous voyez l'écran? Je pense que c'est en cours de chargement, ça va venir. Patiente encore. Ouais, c'est bon. C'est bon, Célestin. Oui. OK, d'accord. J'essaie de être en mode diapo. C'est ça. OK, c'est bon maintenant? Vous voyez en mode diapo? Pas encore, mais je pense que tu peux démarrer. On ne voit pas encore le mode diapo, peut-être que ça va venir. Ou bien tu essaies juste D'accord. de zoomer un peu, ouais. D'accord. Bonjour à tout le monde. Content de se revoir et de s'entendre. Donc, comme déjà dit, présentation vient comme étant illustration de ce que ma collègue Julie vient de présenter. Donc, ce sont des stratégies de plaidoyer, comment pouvoir plaider pour une meilleure intégration, priorisation l'eau, hygiène, assainissement dans les politiques et les programmes climat, et notamment la CDN et puis les plans d'adaptation au changement climatique. Donc, ce que je vais présenter vient justement en illustration. C'est cette priorisation de WASH dans les politiques climat au Burkina Faso que nous avons expérimenté par notre stratégie de plaidoyer. Donc, voilà ce que je pourrais dire. Maintenant, en termes d'introduction, c'est juste une phrase et c'est une citation de Damine qui dit que la lutte pour la survie sélectionne les espèces. Ce ne sont pas les plus intelligents des espèces, ni les bonnes survie qui seront adaptées au changement climatique. Donc, c'est pour dire qu'au fait, le changement climatique, il est réel, mais il n'est pas surprenant. C'est pas un... Oui? Oui, je pense que tu as un souci de connexion. Si tu as un souci de connexion, je pense, parce que ça coupe un peu. Donc, je ne sais pas si tu peux te déplacer un peu. Et aussi, les diapos, ça ne passe pas, quoi. On est toujours sur le premier diapo. D'accord, j'essaie de me déplacer, voir si ça va être...
Sébastien? Allô? Oui? Oui, vous m'entendez maintenant? Vas-y, oui, c'est bon. C'est bon. OK. Tu peux passer au diapo là, au deuxième diapo. OK. OK. Donc, je disais qu'en termes d'introduction, je vais seulement dire que, voilà, disons, le changement climatique n'est pas un événement, c'est quelque chose qui nous est familier. Et ce qu'il faut faire, c'est carrément s'adapter, comme le dit Charles Darwin. Et comment est-ce qu'on s'adapte? Le processus que nous avons engagé à travers tous les pays, notamment la révision des CDN et les préoccupations, justement, sont ces exemples d'action de changement. Donc, c'est pour nous dire et nous encourager à aller de l'avant, parce qu'il n'y a que ce processus qui peut nous sauver des effets négatifs de changement climatique. En termes de contenu, voilà, c'est d'abord un bref contexte de WASH au niveau du Burkina Faso pour que vous compreniez dans quel contexte nous avons élaboré une stratégie de plaidoyer, on l'a mis en œuvre et avec quel acteur et qu'est-ce qu'on a pu avoir comme action principale et quels sont les défis et les leçons apprises. Donc, en termes de contexte, il faut dire que le Burkina Faso, comme pour tous les pays, nous sommes engagés dans les instruments internationaux qui consacrent le droit à l'eau et à l'assainissement. Voilà, depuis les droits humains à l'eau consacrés par les Nations Unies en 2010, l'engagement des ODD 2020-2030, l'agenda 2063, et aussi les engagements de Ngor au Sénégal d'accorder 0,5% du PIB à l'hygiène et à l'assainissement. Et à travers ces engagements, nous avons pu effectivement contextualiser au niveau national avec la constitutionnalisation de l'eau et l'assainissement le 5 novembre 2015 au Burkina Faso, à travers l'article 18 qui reconnaît que l'eau et l'assainissement sont des droits humains au niveau du Burkina. Et il y a également notre stratégie nationale, ce qu'on appelle la stratégie nationale de l'eau, qui est la politique sectorielle qui couvre l'environnement, le climat, l'eau et l'assainissement. Cette politique, effectivement, oriente toutes les actions de tous les acteurs au niveau du Burkina Faso et permet au gouvernement de faire une synergie d'action avec tous les partenaires. Il y a également la tradition politique. Vous savez que le Burkina Faso vit dans une tradition politique voilà, avec un gouvernement qui, effectivement, aussi est face également à l'insécurité. Donc, ces contextes également vont avoir un effet sur notre contexte, notamment au niveau des actions et des bénéficiaires. Nous avons des personnes déplacées internes, bon, nous avons également, disons, des personnes vulnérables et désormais chez nous au Burkina Faso, les questions de genre, ce ne sont pas seulement les femmes, les enfants, les malades, mais c'est aussi ces personnes déplacées internes qui vivent une réelle problématique en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement et à l'hygiène aussi. Il y a également au Burkina Faso l'intégration réelle de WASH dans la stratégie nationale genre. Donc, nous avons une stratégie nationale genre qui porte de façon explicite les questions de genre, femmes et genre. On montre effectivement comment est-ce que les femmes subissent la corvée de l'eau, comment est-ce que les femmes sont les plus, disons, les plus atteintes, les plus victimes du manque d'assainissement ou des effets néfastes du changement climatique. Donc, au niveau politique et au niveau genre, c'est un instrument qui nous sert effectivement de plaidoyer. Nous avons également l'intégration des secteurs au niveau du Burkina, qui est concrétisé par un document, un partenariat signé entre les ministères de la Santé, les ministères de l'Éducation nationale, les ministères en charge de l'environnement ou l'assainissement, qui ont intégré afin de mieux prendre justement les questions de WASH, hygiène et assainissement à travers tous ces ministères-là. Nous avons également l'existence d'une société civile assez forte qui s'impose, qui est vue comme un acteur clé dans la gouvernance du secteur de l'eau, hygiène et assainissement, notamment le SPONG, qui s'est structuré et qui a vraiment des représentations régionales et aussi qui a même mis en place des groupes thématiques. Et nous avons un groupe thématique eau et assainissement qui est composé de plus de 70 ONG, nationales et internationales. Nous avons aussi des groupes thématiques en charge du climat, des groupes thématiques aussi en charge du genre et des questions de gouvernance et de décentralisation. Donc, nous avons également au niveau du contexte de WASH, ça j'ai donné les indicateurs,
nous sommes en 78,3% de taux d'accès à l'eau potable et à 28% pour l'assainissement en décembre 2003. Donc voilà plus ou moins le contexte dans lequel nous vivons au Burkina Faso et qui va déterminer les actions, les cibles, les approches et les stratégies. Et effectivement, comment est-ce que WaterAid a pu élaborer une stratégie qu'il a mise en œuvre aujourd'hui? Donc, il faut dire que WaterAid existe au Burkina Faso depuis 2003 et à travers une convention qu'on a signée avec un engagement pris pour dire que WaterAid n'a pas des objectifs personnels, n'a pas des objectifs qui lui est propre. Il vient pour accompagner le gouvernement pour un meilleur accès des populations aux services d'hygiène, d'assainissement et d'eau potable. Et nous avons élaboré une nouvelle stratégie en 2023 qui va couvrir 5 ans, 2023 à 2028. Et à travers une analyse du contexte, pour voir quels sont les gaps au niveau du secteur, quelle est la situation au niveau politique, au niveau social, au niveau même des renforcements de capacités, nous avons élaboré une nouvelle stratégie et qui a 2 objectifs principaux. Donc, le premier objectif, effectivement, c'est renforcer la résilience des services eau et assainissement hygiène face aux effets du changement climatique au Burkina Faso. Notre étude analyse a montré que c'est une priorité phare et que c'est un défi qu'il nous faudra adresser. Donc, c'est un objectif stratégique pour WaterAid. On a vu aussi que le deuxième objectif auquel on devrait attaquer pour les 5 années, c'est améliorer les ressources financières. Donc, amélioration des financements pour un accès universel des services eau et assainissement au Burkina Faso. Donc, voilà les 2 objectifs stratégiques de WaterAid au Burkina Faso pour les 5 années. Donc, c'est vraiment, nous sommes en plein dans le renforcement de la résilience des services eau, hygiène et assainissement aux effets du changement climatique et nous sommes aussi dans l'amélioration, disons, des finances. Donc, quand on regarde, c'est comme si ça revenait à un seul objectif. Et maintenant, au niveau, nous avons également, à travers cet objectif stratégique global, national, c'est là que maintenant qu'on a soutiré une stratégie de plaidoyer que nous appelons à l'interne un plan d'influence. Et le plan d'influence, nous avons 3 objectifs principaux qui correspondent aux 2 objectifs stratégiques du programme pays. Le premier objectif de plaidoyer du plan d'influence, c'est prioriser l'eau et l'assainissement inclusif et résilient au changement climatique dans la politique nationale de développement et les programmes climat, y compris la CDN et le PNA. Donc, ça veut dire qu'à travers cet objectif, nous sommes en plein dans le sujet d'aujourd'hui. Deuxième objectif de plaidoyer, c'est améliorer la gouvernance de l'eau et l'assainissement inclusif et résilient grâce au renforcement des cadres de dialogue multi-acteurs et de concertation au niveau local, national et régional et international. Je lui parlais effectivement d'un des critères qui est l'intégration des acteurs clés. Donc ici, c'est vraiment un objectif effectivement qu'il faut que tout le monde y soit, il faut qu'on aille ensemble pour effectivement avoir un dialogue inclusif et participatif qui permet de mieux adresser les problématiques. Et le troisième objectif, c'est l'accroissement du budget du secteur eau et assainissement, voilà, résilient pour pouvoir mettre en œuvre les actions. Donc, je me résume, notre stratégie de plaidoyer a 3 objectifs. C'est d'abord prioriser, intégrer l'eau et l'assainissement dans les programmes, dans les politiques nationales et surtout dans les politiques et programmes climat. Et deuxièmement, c'est améliorer les cadres de dialogue pour avoir la participation de tous, y compris même les bénéficiaires et les personnes vulnérables. Et troisièmement, c'est augmenter le budget, disons, pour pouvoir mettre en œuvre nos actions. Donc, notre stratégie est de partir d'une stratégie de plaidoyer pour 5 ans où nous avons tiré un plan, disons, un plan de plaidoyer, disons, annuel que nous appelons projet d'influence. Mais en réalité, notre projet d'influence met l'accent sur les activités qui n'ont pas forcément de financement chez nous, mais qu'il nous faudra mettre l'accent pour avoir des financements parce que ce sont des activités qui sont imposées par le contexte en tant que tel. Donc, pour l'année 2025-2026, qui cadre avec la révision de la CDN et des plans d'adaptation au changement climatique, voici les objectifs du plan d'influence.
Donc, d'ici 2028, la politique nationale de développement et les programmes climat, y compris la CDN et le PNA, priorisent l'accès des populations à l'eau, à l'hygiène et puis à l'assainissement inclusif et résilient. Donc, c'est pour dire qu'en cette année-là, nous allons nous battre pour que dans les politiques publiques majeures, y compris la CDN et puis le PNA, on puisse avoir même pas seulement l'intégration, mais la priorisation même de l'eau, hygiène et puis assainissement. Deuxième objectif de plan d'influence cette année, c'est arriver à ce que la gouvernance de l'eau soit inclusive et résiliente et que ça soit amélioré grâce au renforcement des cadres de dialogue multi-acteurs et de concertation, tant au niveau local, national, régional et même international. Et enfin, le troisième objectif de plaidoyer annuel, c'est vraiment le financement des projets et programmes eau et assainissement qu'il faudra travailler à ce que le financement soit accru grâce à des opportunités qu'on pourrait trouver à travers le financement climat. Donc voilà ce que nous poursuivons. Voici le plan d'influence, le plan de stratégie dans lequel intègre justement la révision de la CDN et du plan de changement climatique. Julie a parlé également qu'au niveau du guide, on met l'accent sur le choix des partenaires, des alliés, les cibles clés. Donc, au niveau de notre stratégie de plaidoyer, le plan d'influence a identifié comme premier partenaire, cible clé, c'est le gouvernement lui-même. Le gouvernement lui-même. Et effectivement, nous avons, notre stratégie se base sur notre stratégie, sur notre approche d'accompagner l'État. Donc, l'État n'est pas à part et nous sommes à part en train d'interpeller. Non, nous travaillons avec l'État. C'est un plaidoyer avec qui est différent des plaidoyers contre ou des plaidoyers pour. On travaille avec la cible pour renforcer ses capacités. Mais on parle aussi d'une conception de la gouvernance qui est influencée par la matrice CAR. Disons, ça veut dire effectivement que pour influencer les politiques et puis les pratiques, il faut d'abord renforcer les capacités de la cible, l'amener à être redevable et aussi travailler également avec les autres, avec la société civile et les bénéficiaires pour qu'ils puissent être capables d'interpeller ces mêmes acteurs-là pour leur redevabilité. Donc, c'est l'accompagnement à renforcer les capacités de la cible pour qu'effectivement, on puisse avoir une bonne gouvernance. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, le gouvernement, c'est un acteur clé au niveau de notre stratégie de plaidoyer. Donc, nous avons travaillé avec le gouvernement, travaillé avec eux pour les aider à renforcer les capacités à pouvoir intégrer les orientations de l'Union africaine dans la stratégie nationale de l'eau. Parce qu'on a vu déjà que les orientations de l'Union africaine prenaient déjà en compte l'intégration, la priorisation de WASH dans les changements climatiques. Puisque là-bas, on parle de prendre en charge toute la chaîne des valeurs de l'assainissement. On parle aussi d'un assainissement résilient au changement climatique. Donc, on s'est dit, voilà une opportunité pour faire la jonction entre les approches. On a aussi travaillé avec le gouvernement pour procéder à l'adoption d'une nouvelle approche qu'on a appelée approche assainissement géré en toute sécurité. C'est une nouvelle approche qui a commencé, qui est mise en œuvre, l'idée même par l'UNICEF et les Nations Unies. Donc, au niveau de Burkina Faso, nous avons accompagné le gouvernement qui l'a adopté déjà, qui a élaboré même un plan d'action et même qui a lancé une campagne nationale pour la mise en œuvre de cette approche assainissement géré en toute sécurité, qui vient plus ou moins remplacer, les notions de FEDAL. Maintenant, il ne s'agit pas seulement d'arrêter la déforestation à l'air libre, il faut que ça soit résilient au changement climatique. Donc, nous avons également accompagné le gouvernement à sa demande pour, renforcer les capacités des acteurs et même de la délégation officielle afin qu'on puisse participer avec efficacité et contribuer au plaidoyer régional et au plaidoyer international au niveau des conférences internationales. Donc, il y a également on a aussi renforcé les capacités du même gouvernement comme acteur clé pour la mise en œuvre et pour le pilotage des comptes WASH qui, effectivement, peuvent améliorer la gouvernance de financement et puis aussi le point focal WASH de soi qui permet également de rassembler tous les acteurs, les PTF, les ONG, la société civile, le monde de la recherche, le privé, pour gérer les questions justement de cette implication-là. Il y a aussi le pilotage également du groupe thématique
que nous avons soutenus, voilà, qu'on a accompagné le gouvernement à réaliser et qui aujourd'hui permet d'avoir des espaces de dialogue entre les ministères en charge de la santé, les ministères en charge de l'éducation, les ministères en charge de l'environnement ou de l'assainissement pour pouvoir mieux prendre en compte justement la priorisation de WASH dans tous ces secteurs-là. Et là-bas, dans tous les programmes, on voit que WASH apparaît comme avec un indicateur clé qui peut permettre effectivement de le prioriser. Nous avons également, disons, signé une convention avec le point focal du gouvernement qui est en charge de la révision de la CDN, qu'on appelle le secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable, SPCNDD. On a signé une convention avec cette structure-là qui lead la révision du PENA et de la CDN. Pas plus tard qu'hier seulement, nous avons eu une rencontre au niveau national avec cette structure et pour faire le point sur la révision de la PENA et la révision aussi de la CDN. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui ça fait et aussi qu'est-ce qu'effectivement WaterAid peut accompagner à pouvoir réaliser. Donc, nous avons également organisé des campagnes avec justement le gouvernement. On est allé ensemble pour prendre l'avantage sur le FESPACO, qui est le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, qui rassemble des milliers de personnes, PTF, gouvernement, monde du cinéma, artistes, musiciens, pour pouvoir passer effectivement ce concept de priorisation de l'eau, hygiène et assainissement dans les changements climatiques. Et ça a été une très bonne chose. On a pu offrir un prix eau et climat. Ça serait très, très bien qu'on ait des acteurs aussi qui viennent des autres pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale qui participent aussi à ce prix. Parce que le FESPACO, c'est panafricain. Ça regarde toute l'Afrique entière. Et nous avons également, nous sommes en train également d'appuyer l'élaboration du PENA qui est fini l'année passée. Et maintenant, nous sommes dans la partie maintenant pour influencer et accompagner le gouvernement à rédiger de la CDN 3.0. Donc, l'acteur clé société civile, c'est notamment le SPON, voilà, qui est la fêtière des ONG, et également les associations de jeunes. Donc, on a appuyé à la structuration et la dynamisation du SPON, qui aujourd'hui a des unités régionales de coordination, mais a aussi des groupes thématiques, dont le groupe thématique au assainissement, qui permet d'être l'interlocuteur direct au niveau de ce plaidoyer eau et changement climatique là. On a également accompagné le SPON, puisqu'on est membre nous-mêmes, pour le suivi des politiques publiques et la participation au cadre de dialogue aux multi-acteurs, notamment, oui, avec, disons, les espaces de suivi et d'évaluation des performances. On a aussi appuyé le SPON pour le suivi de l'agenda de la transition politique au Burkina Faso. Le SPON, sur les politiques publiques, intervient, appuie en tant que tel. Et là, nous avons par exemple que tous les rendez-vous que le gouvernement de la transition veut dialoguer avec les populations, avec les acteurs, le SPON est invité au plus haut niveau, le SPON a son mot à dire et nous profitons pour effectivement interpeller et changer les politiques. C'est même à travers ce suivi-là qu'on a pu influencer pour que la transition nationale, disons, pour que la transition du Burkina Faso puisse prioriser les questions d'eau, hygiène, assainissement et puis climat qui est déjà effectif. Nous avons également notre approche jeune. On s'est dit qu'effectivement, dans ce plaidoyer eau et climat, il faut que nous impliquions les jeunes. On ne doit pas rester en retrait. Nous sommes en train aujourd'hui de vivre les conditions, les effets néfastes des actions d'il y a 50 ans. Ça veut dire que les actions que nous faisons aujourd'hui aussi, ça va impliquer le monde de 50 ans. Donc, dans 50 ans, ce n'est pas notre monde. La moitié de nous qui suivons, disons, cet atelier-là, si dans 50 ans nous sommes là, ça pourrait être une erreur de la nature. On voudrait même partir. Donc, si nous sommes engagés à lutter en faveur d'un monde dans lequel nous ne sommes pas certains d'y être, mais encore plus
ceux-là qui sont certains d'y être, mais ils sont encore bien placés de façon légitime pour défendre leur monde. Donc, nous avons développé une approche jeune, où nous avons impliqué les différentes associations de jeunes qui sont impliqués dans le climat, dans l'eau et l'assainissement. Donc, il y a le Parlement de la jeunesse pour l'eau et l'assainissement que nous avons impliqué, et aussi la Coordination nationale des jeunes sur le climat, qui ont fait un bon travail depuis 2 ans dans la même thématique pour pouvoir influencer pour la priorisation de l'eau dans la CDL. Donc, depuis 2 ans, ils interpellent le gouvernement, ils interpellent le Parlement, ils interpellent également le ministre en charge de l'environnement et de l'assainissement pour ça. Il y a également le renforcement des capacités des associations de jeunes que nous faisons, voilà. Et puis aussi, également, le forum annuel et multi-acteurs de jeunes. Ces jeunes-là aussi, ils font des forums, des forats, où ils impliquent, disons, les autres pays. Le forum dernier, il y avait plus de 8 pays qui étaient impliqués. C'est une occasion aussi d'inviter les jeunes, vos jeunes aussi à pouvoir s'impliquer, à pouvoir venir participer au Burkina Faso à cette façon d'impliquer les jeunes, notre approche jeune. Il y a aussi la contribution au plaidoyer régional et global sur WASH et climat. Donc pour cet acteur gouvernement, on l'accompagne à sa demande pour la meilleure participation du Burkina Faso aux conférences internationales telles que les COP et puis les semaines africaines sur le climat. Donc, l'autre partenaire clé, c'est le réseau des parlementaires et les médias. Là, je vais aller très vite. Donc, avec le réseau des parlementaires, donc, on a accompagné pour la mise en place d'un réseau des parlementaires qui est vraiment l'organe et l'outil du Parlement pour prioriser les questions d'eau, hygiène et puis assainissement au niveau du Parlement et qui fait un plaidoyer parlementaire très, très efficace. Donc, avec eux aussi, on a réalisé des études, notamment on connaît les études d'évaluation sur le niveau de prise en compte de WASH dans la loi de finances. Et à travers ces évidences, que ce soit le réseau des parlementaires ou bien le réseau des journalistes et puis des médias, ils utilisent maintenant pour interpeller, pour questionner et aussi pour faire le suivi de l'effectivité justement de ces droits-là au niveau des communautés. Et nous avons justement donc ces évidences annuelles-là permettent effectivement de convaincre le gouvernement sur la nécessité d'augmenter le budget pour le climat, l'eau et l'assainissement. Et nous avons également, disons, et nous appuyons effectivement annuellement le Parlement à pouvoir avoir plus d'évidence, plus d'efficacité pour voter effectivement ce budget-là. Quand le Parlement vote le budget, que ce soit en ligne ou bien à côté, nous répondons aux questions, nous formulons des interpellations, nous appuyons pour qu'on puisse aller de l'avant en tant que tel. Et nous avons également la participation même de ce Parlement-là aux rencontres internationales pour contribuer au plaidoyer global et régional. Donc, comme résultat obtenu, voilà, aujourd'hui, à travers la mise en œuvre de ce plan d'influence-là, nous pouvons dire effectivement qu'il y a des résultats obtenus. D'abord, on a l'intégration et même la priorisation de WASH résilient dans les politiques et puis les programmes. Nous avons par exemple déjà la stratégie nationale de l'eau et de l'assainissement qui priorise justement, qui dit effectivement qu'on doit prioriser coûte que coûte l'eau et l'assainissement dans tous les programmes, y compris la CDN et le climat. Nous avons la charte de la transition politique qui a été adoptée pour 5 ans et qui stipule en 5e recommandation que l'eau, l'assainissement et le climat sont des priorités dans l'agenda de la transition politique. Donc, ce sont des politiques qui intègrent des données, des évidences qui permettent après, effectivement, de faire le suivi. Et nous avons aussi les lois de finances, voilà, qui aujourd'hui, disons, augmentent sensiblement le budget pour le climat et le budget pour WASH. Et nous avons également le PENA, le plan d'adaptation au changement climatique, qui est déjà prêt. On l'a finalisé en 2024 et qui porte de façon visible et explicite la priorisation de WASH avec des indicateurs eau, indicateurs assainissement et hygiène, avec des indicateurs genre, avec aussi, même dans sa conception, avec l'implication de tous au niveau national, régional et puis local. Donc, nous pouvons dire effectivement que ça fait quand même un résultat et une participation des acteurs qui ont des capacités et qui ont des performances. Autre résultat aussi obtenu, c'est la mise en œuvre d'approches pertinentes et utiles pour le nexus eau et climat, tel qu'effectivement, voilà,
qu'on appelle ça, les apports que nous avons eu à citer, assainissement, gérant toute sécurité, l'implication de WASH, l'interaction de WASH au niveau des programmes climat. Nous avons également comme résultat des guides qui ont été élaborés, tels que par exemple le guide d'élaboration du budget communal sensible au climat et au genre. Hier, dans la discussion avec le point focal climat du gouvernement, il a été question que WaterAid puisse appuyer justement cette diffusion et ce renforcement des capacités justement des collectivités locales pour pouvoir faire des budgets sensibles au climat, sensibles au genre. Donc, c'est déjà une priorisation de WASH dans les actions dans la CDN et le plan d'adaptation au changement climatique. Nous avons également l'effectivité de la mise en œuvre des comptes WASH qui permet aussi d'assurer une gouvernance de WASH. On ne peut pas dire que le climat est une opportunité pour augmenter le budget de WASH tant qu'on n'est pas capable de faire le suivi de ce budget-là et pouvoir dire quels sont les gaps, où est parti l'argent, qu'est-ce qui nous reste, pourquoi on a des problèmes d'absorption et qu'est-ce qu'il faut faire. Nous avons également en tout cas les performances des acteurs et qui sont vraiment renforcées et de façon visible. Le gouvernement, quand on regarde le gouvernement, je me rappelle qu'au niveau de la COP 2029, disons, le ministre en charge de l'eau, environnement et assainissement a interpellé le monde entier par rapport justement à cette priorisation qu'on devrait faire de l'eau, l'assainissement dans le financement de la CDN. Il a été vu comme étant un des meilleurs ministres dans ce Parlement, et en tout cas dans cette rencontre internationale, mais qui de façon ouverte a posé des problèmes d'urgence de l'heure. Je pense même qu'au niveau de WaterAid, il avait été identifié comme étant un des meilleurs ministres de ce plaidoyer WASH et climat. Il devait être invité, il devait participer à un forum au niveau de l'Angleterre. Et nous avons également la mise en place d'un comité WASH. Donc, dans la mise en œuvre, dans l'élaboration de la CDN, dans la révision de la CDN, il y a aujourd'hui une commission, un comité qui est chargé de suivre la prise en compte des indicateurs, la prise en compte de la problématique de l'eau, l'assainissement dans le genre. Donc, notamment, c'est l'idée par l'UNICEF et WaterAid va désormais être membre justement de cette commission qui va permettre de veiller et de suivre l'élaboration de la CDN 3.0. Donc, Julie nous a parlé des vérifications. C'est des vérifications que nous propose le guide de WaterAid. Donc, notamment le premier qui est est-ce que, justement, dans le processus de la vie de la CDN, est-ce qu'on engage les parties prenantes? Je peux dire et je dois dire que la réponse est oui. Parce que dans la révision de la PNA, les acteurs ont été conviés, la société civile, les jeunes, les femmes et même un groupe représentant les personnes déplacées internes étaient conviés justement à cela. Et aujourd'hui, même le PNA qui est déjà, disons, achevé, le point focal climat se charge encore de conduire des actions pour aller expliquer et diffuser le PNA à travers les collectivités locales, à travers les bénéficiaires. La question de savoir est-ce que le processus intègre le WASH dans les secteurs nexus pertinents, la réponse aussi est juste. Parce que le plaidoyer a contribué à la mise en place au niveau national d'un groupe thématique eau et assainissement qui rassemble le ministère en charge de la santé, de l'éducation et de l'eau, environnement et assainissement. Donc ça, le nexus est fait. Et on a même élaboré un programme, disons, un programme nexus climat et assainissement, et climat et puis eau et assainissement, dans lequel, effectivement, les acteurs sont les ministères en charge de l'eau et l'assainissement, les ministères de la Santé et le ministère de l'Éducation nationale. Et il y a aussi ce comité de suivi WASH qui a été mis en place. Donc, on peut dire que WASH est intégré dans le processus et dans le nexus. Également, la vérification, à savoir, est-ce que le processus intègre des interventions fortement axées sur le genre? La réponse est oui. Est-ce que le gouvernement a poussé à la mise en place des points focaux genre dans tous les ministères et dans tous les secteurs? Récemment, je voyais le point focal, ou du moins les points focaux genre, disons, de la présidence en train de se former justement à ces questions de développement-là. Donc, et aussi, comme j'ai déjà dit, au niveau de la stratégie nationale genre, littéralement, l'accès à l'eau potable et l'assainissement est mis comme un indicateur de performance.
Donc, la quatrième vérification, est-ce que l'intervention voilà, est fortement axée sur le genre? Oui, c'est oui, c'est déjà répondu. Est-ce qu'on a inclus le coût des interventions WASH dans notre PNA et puis dans la CDN? Dans le PNA, oui. Et même là-bas, le gouvernement a dit qu'il doit encore vérifier et associer tous les projets et tous les programmes qui sont mis en œuvre et qui n'ont pas encore été recensés. Notamment pour la CDN, ça c'est vraiment une idée importante. Donc, la CDN sera chiffrée tout comme également le PNA. Il y a aussi des indicateurs qui ont été précis dans le PNA et qui vont être aussi précisés au niveau de la CDN et qui permet effectivement de dire qu'on a pu pas seulement intégrer, mais prioriser. Donc, je peux dire que les recommandations ont été prises en compte, la consultation a été inclusive. Célestin, oui. Désolé de te couper, si tu peux terminer rapidement, s'il te plaît, pour qu'on puisse passer à la présentation d'André, parce qu'on doit terminer normalement à 11h, donc il n'y aura pas beaucoup de temps. OK, leçon apprise. Voilà. Leçon apprise. Donc, les politiques publiques relèvent de la souveraineté des gouvernements, donc l'appropriation leadership du gouvernement dans toute entreprise, élaboration et de révision garantit le succès des actions. Donc, nous avons retenu ça, qu'effectivement, ce n'est pas à la société civile, aux ONG, de réviser la politique publique. On accompagne le gouvernement. Et tant qu'on se met en place, en tout cas, les choses viennent facilement. Les politiques climat intègrent également déjà, quand vous voyez la CDN de vos pays, le PNA, ça intègre déjà le WASH. Mais maintenant, il faut aller à une priorisation. Comment est-ce qu'on peut plaider à ce que ça soit mieux intégré? Il y a le renforcement des acteurs clés qui est aussi essentiel. Et il y a le partenariat avec les points focaux climat du gouvernement qui est essentiel. Et puis l'influence des politiques, c'est un processus et commence bien avant le temps de révision. Donc, quand on regarde pour le Burkina, ça fait depuis 2 ans, 3 ans que le processus a commencé, si bien qu'aujourd'hui, on n'est plus à trop parler avec le gouvernement. Il s'est approprié lui-même et c'est lui qui fait le travail. Donc, en termes de défis, le défi, c'est le financement. Parce que les questions de climat, d'interaction même de WASH dans le climat, nécessitent beaucoup d'implication de tous les acteurs, renforcement des capacités et même des voyages pour contribuer au plaidoyer régional et puis global. Donc, c'est la question de budget qui est un défi à relever. Et aussi la localisation et le portage du plaidoyer au niveau, en tout cas au niveau du climat. Comment faire pour qu'au niveau local, les gens puissent comprendre ce langage technique et pouvoir se l'approprier aussi et pouvoir participer. Donc, en termes de conclusion, c'est juste un merci pour votre attention et puis votre contribution. Et encore une fois, dire que voilà, le monde change, le climat est toujours là. Nous n'avons qu'une seule action, c'est nous adapter. Merci. Super, merci beaucoup Célestin et félicitations pour cette belle présentation. Je pense qu'on va rapidement passer à celle d'André Zogo avant d'ouvrir la session de questions-réponses. André, est-ce que tu es avec nous? André? Oui, je suis là. Voilà, donc Célestin, tu peux enlever le partage pour que je puisse partager la présentation d'André. Merci, Alassane. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, en attendant que Alassane affiche la présentation, je suis André Zogo, président du cadre de concertation des acteurs non étatiques de l'eau et de l'assainissement du Bénin, qui est le collectif au niveau national au Bénin. Je vais présenter rapidement quelques éléments tirés de l'opportunité que j'ai eue de participer à un processus d'évaluation du projet PNA au Bénin. Et j'ai essayé de regarder ce processus avec le prisme de la prise en compte du secteur WASH dans le processus PNA. Et puis, je vais aller dans le fond du PNA et voir un peu les résultats attendus de ce processus, les actions même qui ont été identifiées, et puis au niveau de ces actions, lesquelles
et surtout en trait avec le secteur WASH. Et puis faire quelques constats et après partager un peu le cadre stratégique qui a été élaboré par GWP et l'UNICEF pour l'intégration du WASH dans le processus d'adaptation et d'atténuation du changement climatique. Donc, André, est-ce que la présentation est bien affichée? Oui, je vois la présentation. OK, vas-y. Oui. Donc, en introduction, c'est ce que je viens de dire, et puis j'ai annoncé un peu le contenu. Donc, il faut préciser que l'évaluation dont je parle, c'est l'évaluation du projet PNA. Et le projet PNA, c'est un projet qui a accompagné au Bénin l'élaboration du PNA. Donc, cette évaluation a été faite en 2021. Et donc, il faut situer un peu les observations dans ce cadre temporel. Alors, quelques éléments de contexte. Il faut dire que, ça c'est la diapo suivante, le Bénin est reconnu comme l'un des pays les plus vulnérables au monde aux effets néfastes du changement climatique. Sur la liste, le Bénin occupe la 155e place sur 181 pays, c'était en 2018. Et les scénarios climatiques prévoient une augmentation des températures de 2,6 degrés à 3,27 degrés d'ici 2100. Et nous allons noter beaucoup plus de changements dans la pluviométrie en intensité qui aggraveront les sécheresses et les inondations dans le pays. Et pour faire face à cette situation, le pays a fourni d'importants efforts dans sa lutte contre les impacts des changements climatiques pour son développement à travers l'adoption de politiques et la mise en œuvre de quelques projets. Le Bénin a adopté également une série de documents stratégiques tels que le Programme d'action nationale d'adaptation, qui est communément appelé PANA en 2008. La contribution déterminée au niveau national en 2015, c'était la première version, et la stratégie pour un développement à faible émission et résilient au changement climatique et qui souligne la vision du Bénin pour une économie durable et le développement social. Toutefois, cette sensibilité au climat ne se reflète pas dans les actions prioritaires du PAG. Le PAG, c'est le programme d'action du gouvernement, démontrant ainsi le manque d'une complète intégration des changements climatiques dans les plans de développement. Alors, dans le cadre de la mise en œuvre de la décision 5CP17 de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le Bénin, en tant que partie des pays les moins avancés, aujourd'hui le Bénin ne fait plus partie de cette catégorie, mais plutôt de la catégorie des pays à revenus intermédiaires. Le Bénin a donc bénéficié d'un financement du Fonds vert pour le climat pour élaborer son plan national d'adaptation. Alors, le projet PNA qui a été évalué, comme je le disais, est un projet qui a accompagné, n'est-ce pas, le processus d'élaboration du PNA. Et ce projet a pour objectif de faciliter l'intégration de l'adaptation au changement climatique dans les processus budgétaires et de planification et accroître l'accès au financement local et extérieur. Il faut dire que ce projet n'est pas la seule initiative qui a accompagné l'élaboration du PNA, mais c'est un projet dont les estimations et les résultats sont complémentaires aux autres initiatives qui ont été liées au PNA. Et donc, les conditions de chaque initiative ont fourni au Bénin des informations, des capacités, des mécanismes et des outils en vue de soutenir des plans d'adaptation à court et à long terme. Et de façon spécifique, le projet qui a été évalué vise à offrir
les informations économiques et climatiques requises pour une bonne mise en œuvre du PAG, qui est le programme d'action gouvernemental, de soutenir le développement et l'utilisation des mécanismes et outils de facilitation à l'intégration de l'adaptation au changement climatique dans les prévisions budgétaires et enfin de soutenir les efforts du gouvernement en vue d'accroître la mobilisation de fonds locaux, privés et extérieurs pour la mise en œuvre de l'action climat et du programme d'action gouvernemental. Quels étaient les résultats attendus de ce projet? Il y avait 3 résultats principaux. Et le premier, c'est que les impacts économiques des changements climatiques sont évalués et les options d'adaptation priorisées en vue d'une budgétisation et d'une planification efficace qui offrira les informations économiques et climatiques requises pour une bonne mise en œuvre du PAG. Le deuxième résultat, c'est que l'intégration de l'adaptation au changement climatique dans les processus budgétaires est facilitée pour soutenir le développement et l'utilisation des mécanismes et outils et faciliter l'intégration et de l'adaptation au changement climatique dans les prévisions budgétaires. Et le troisième résultat est lié au Fonds national pour l'environnement et le climat, communément appelé FNEC, qui se doit d'être renforcé afin d'attirer du financement public et privé pour une planification efficace de l'adaptation et pour que ce fonds puisse soutenir les efforts du gouvernement en vue d'accroître la prise en compte et la mobilisation des ressources. Alors, nous avons essayé de regarder le processus PNA et voir comment est-ce que l'eau, pour le secteur de l'eau, a été prise en compte. Comme vous le savez, c'est la 16e conférence des parties à la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui a mis en place le cadre d'adaptation de Cancun qui établit le processus des PNA. Ce processus devait permettre aux pays de préparer les plans nationaux d'adaptation, qui sont des mécanismes de planification à moyen et long terme, contrairement au programme d'action nationale pour l'adaptation PANA, qui avait été développé pour identifier les projets d'adaptation prioritaires à court terme. Donc là, cela visait les besoins urgents et immédiats d'adaptation au changement climatique qui étaient vraiment visés par les programmes qu'on a appelés les PANA. Alors, les objectifs du processus de PNA sont premièrement de réduire la vulnérabilité aux impacts des changements climatiques en développant la capacité d'adaptation et la résilience. Deuxièmement, faciliter l'intégration de l'adaptation au changement climatique de manière cohérente dans les nouvelles et anciennes politiques, programmes et activités pertinentes, en particulier dans les processus et stratégies de planification du développement dans tous les secteurs concernés et à différents niveaux selon le cas. Alors, il faut dire que ce processus est marqué par des phases importantes, notamment la phase des analyses de vulnérabilité. Et ce qui est important de noter, c'est que au niveau de cette phase d'analyse de vulnérabilité, il y a un certain nombre d'éléments qui sont mis en exergue, notamment les secteurs prioritaires qui sont considérés comme les plus vulnérables. Et il est important que, au nombre de ces secteurs prioritaires, le secteur de l'eau soit retenu. Donc, ce que nous avons noté à ce niveau-là, c'est que les secteurs les plus vulnérables qui ont été retenus, c'était l'agriculture, y compris l'élevage et la pêche, la foresterie, les ressources en eau, donc vous devez bien noter les ressources en eau, les zones côtières, la santé humaine et l'énergie. Donc ici, nous voyons que c'est les ressources en eau qui ont été identifiées comme secteurs prioritaires. Et lorsque nous avons essayé de regarder en profondeur les actions qui ont été prévues dans ce projet, nous avons vu qu'il y a certaines actions qui ont ciblé le secteur de l'eau,
mais principalement le sous-secteur des ressources en eau. Il y a, par exemple, le développement et l'opérationnalisation de modèles sur les impacts économiques du changement climatique pour soutenir la planification budgétaire. À ce niveau-là, il y a une commission de modélisation qui a été mise en place pour développer et opérationnaliser ces modèles. La deuxième activité, c'est la priorisation des options d'adaptation dans les secteurs de l'urbanisme et des infrastructures, de la foresterie et de l'énergie, mais également des ressources en eau. Il y a ensuite le renforcement des capacités d'utilisation des modèles économiques pour une planification et une utilisation efficace de l'adaptation dans les processus budgétaires annuels et à moyen terme. Là également, le secteur de l'eau est pris en compte, mais principalement le sous-secteur des ressources en eau. Ensuite, nous avons le renforcement des aptitudes des services déconcentrés de la Direction générale de l'eau à prévoir les risques et à gérer les crises hydroclimatiques. Nous avons une seconde modélisation hydroclimatique, mais qui cette fois-ci concerne le fonctionnement hydrologique des bassins versants. Et puis, il y a la formation des cadres techniques dans le domaine de la vulnérabilité des systèmes hydriques au changement climatique et sur la méthodologie d'étude de la vulnérabilité des ressources en eau au changement climatique. Et nous avons l'élaboration de projets concrets de gestion intégrée des ressources en eau en conditions de changement climatique. Donc, voilà les activités relatives à l'eau que nous avons retrouvées dans ce projet PNA. Et les constats que nous avons faits, c'est que bien que le secteur de l'eau soit identifié parmi les plus vulnérables, c'est la gestion des ressources en eau qui est ciblée au nombre des actions. L'hygiène et l'assainissement de base ne sont pas pris en compte. Et il faut dire que, contrairement au Burkina Faso, où cela fait partie des priorités gouvernementales, au Bénin, le sous-secteur de l'hygiène et de l'assainissement de base ne fait pas encore partie des priorités au niveau gouvernemental, alors que nous avons un taux de défécation à l'air libre qui avoisine les 65%. Nous avons fait également le constat que l'identification du secteur ne signifie pas donc que tous les sous-secteurs sont pris en compte et qu'il faut nécessairement faire un plaidoyer pour que tous les sous-secteurs puissent être pris en compte, sinon c'est un défi qu'il faut relever. Alors, face à cela, nous avons le Global Water Partnership et l'UNICEF qui, en 2014, ont publié un cadre stratégique pour un développement résilient au changement climatique du sous-secteur eau, hygiène et assainissement. Et ce cadre stratégique a été actualisé en 2017. C'est un cadre stratégique qui s'appuie sur le travail que le GWP avait précédemment effectué avec l'AMCAO pour élaborer un précédent cadre stratégique qui concernait la sécurité en eau et le développement résilient au changement climatique, centré sur la question des ressources en eau. Et c'est ça qui a permis, par exemple, la prise en compte du sous-secteur des ressources en eau dans le processus. Et pour faire sortir ce cadre stratégique, la GWP a travaillé en collaboration avec l'UNICEF et qui a mis à disposition son expertise en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène. Alors, ce cadre qui a été proposé est destiné, comme ils l'ont dit, aux praticiens pour les accompagner, n'est-ce pas, dans l'intégration du sous-secteur eau, hygiène et assainissement dans les politiques, les programmes et les plans d'action liés à la résilience climatique. Et dans ce cadre d'action, nous avons 4 principaux domaines d'action. Il y a la compréhension du problème, c'est-à-dire que les différents éléments qui contribuent à la compréhension des risques
posées par les changements climatiques au secteur eau, assainissement et hygiène sont prises en compte. Il faut identifier et examiner des options visant à renforcer la résilience au changement climatique. Le troisième domaine, c'est l'élaboration de solutions. C'est-à-dire que c'est à ce niveau-là qu'il faut voir de façon concrète comment il faut intégrer des options aux stratégies et plans existants et comment il faut les mettre en œuvre. Enfin, le quatrième domaine, c'est le suivi et les progrès qui sont tirés de la mise en œuvre des actions pour le renforcement de la résilience du secteur eau, assainissement et hygiène. Alors, ce document-là existe et je peux le partager avec les collègues. C'est un outil dans lequel on a une note d'orientation qui permet de faire les évaluations des risques pour le secteur eau, assainissement et hygiène et des notes techniques sur les autres étapes qui concernent comment est-ce qu'il faut relier les risques aux interventions, comment il faut examiner et hiérarchiser les options pour un secteur au assainissement, hygiène, résilient au changement climatique. Il y a l'étape de l'intégration de la résilience au changement climatique dans les stratégies et les plans nationaux en matière de EAH. Il y a l'évaluation participative locale, l'approvisionnement en eau et des risques liés au changement climatique. Il faut voir, par exemple, comment est-ce que les plans de gestion pour la sécurité sanitaire de l'eau peuvent être modifiés en tenant compte des risques et catastrophes liés au climat. Et puis, le suivi et l'évaluation de la résilience au changement climatique du secteur eau, hygiène et assainissement. Donc, en conclusion, il faut dire qu'à l'instar des autres secteurs, l'eau, l'hygiène et l'assainissement doit intégrer la résilience climatique pour faire face aux défis engendrés par les effets des changements climatiques. Pour ce faire, il est nécessaire d'accompagner les acteurs concernés au premier plan avec des méthodes et outils éprouvés et les principes et pratiques décrits dans le cadre stratégique proposé par GWP et UNICEF visent à compléter et à renforcer les processus de planification nationaux et sectoriels déjà en cours. Donc, il ne s'agit pas de les remplacer, mais de les renforcer. Et par exemple, ceux liés aux plans nationaux d'adaptation au changement climatique, dont les besoins du secteur eau, assainissement et hygiène constituent une composante clé. Donc voilà, j'ai essayé d'être rapide pour qu'on rattrape un peu le temps. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, André. Merci pour cette brillante présentation également. Donc, je vais rapidement ouvrir la séance de questions-réponses ou d'intervention des collègues suite à ces trois présentations de Julie, de Célestin et aussi de notre collègue André Zogo. Si vous voulez prendre la parole, vous pouvez lever la main. C'est un peu en haut là de votre application Teams. Donc, pour ceux et celles qui veulent intervenir, poser des questions ou faire des interventions tout simplement par rapport à ce que les collègues viennent de présenter tout à l'heure. Oui, est-ce qu'on a des interventions? Des questions ou des compléments d'informations ou d'autres partages d'expériences aussi rapidement sur cette question d'intégration du WISH dans les CDN et les PNA. Oui, Aziz? Vas-y, Aziz, ton micro est désactivé. Ouais, c'est ça. Voilà, merci Alsan. Je voudrais d'abord féliciter les trois présentateurs. Effectivement, c'est des présentations très claires et qui posent en tout cas la vraie problématique de cette intégration
du WASH au niveau des CDN dans différents pays. Mais dans la première présentation, j'ai vu que l'analyse qu'ils ont fait a porté sur 7 PNA et 9 CDN. Et pour les 9 CDN, je ne sais pas, parce que vous avez ciblé des pays, et ces pays, normalement, quand ils présentent des CDN et des PNA. Alors, qu'est-ce qui explique, en tout cas, cette analyse basée sur 7 PNA de ces pays-là et les 9 CDN? Est-ce que les 2 autres pays n'ont pas eu de PNA ou pas? Maintenant, dans cette analyse, effectivement, j'ai vu que la question du genre est vachement analysée, et cette prise en compte du genre dans les politiques WASH est extrêmement important aujourd'hui. Et pour ce faire, je voudrais poser, toujours pour la première présentation, quels sont les leviers d'action les plus innovants, hein, sur lesquels vous voudrez, en tout cas en tant que WaterAid, vous voudrez vous appuyer pour influencer les décideurs à prendre en compte cette question de WASH, cette question du genre dans l'intégration du WASH dans les PNA, le CDN. Voilà, merci Alsan. Merci beaucoup Aziz. Julie, je te laisse répondre rapidement avant de passer à la question de Adisoda. Vas-y Julie. Merci et merci beaucoup pour cette question. La sélection des pays qui ont été analysés pour les PNA et les CDN, c'était donc les pays dans lesquels nos collègues à WaterAid font du plaidoyer pour intégrer le WASH dans les PNA et les CDN. Et la raison pour laquelle c'était donc 9 CDN et 7 PNA, c'est parce que 2 de ces pays n'avaient pas encore de PNA. L'un d'entre eux, c'est le Ghana, et on sait qu'en ce moment, ils sont en train d'initier le développement de leur premier PNA. Et il me semble que le deuxième, c'est le Cambodge. En termes de notre analyse autour de la question du genre, on s'est rendu compte que c'était très varié. Tous les PNA et les CDN qu'on a analysés avaient au moins une mention de la dimension du genre comme une dimension importante à prendre en compte. Cependant, par moment, c'était juste une mention ou 2-3 mentions dans le document, et par autre moment, c'était beaucoup plus développé, où j'ai pu montrer quelques exemples, par exemple au Cambodge ou au Madagascar, où il y avait des interventions très clairement ciblées sur les femmes ou c'était dans les populations vulnérables, ou des indicateurs très ciblés sur les femmes. En termes de levier d'influence pour pouvoir s'assurer que le genre est mieux intégré dans les futurs PNA et CDN, j'encourage fortement à travailler avec les groupes qui représentent les femmes, les acteurs locaux, les jeunes, comme on le fait au Burkina Faso, et les ministères en charge de ces questions pour s'assurer que ce soit vraiment bien représenté, aussi bien dans l'élaboration des plans, mais aussi s'assurer qu'on continue à travailler avec ces acteurs pour la mise en œuvre des programmes qui vont être définis dans ces PNA et CDN. Merci. Merci Julie. Adisoda. Merci beaucoup. Alassane, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Allez-y. OK, merci. Et je voudrais poser une question à M. Zogo pour le Bénin. J'ai compris que au niveau du Bénin et pour l'élaboration du PNA, la prise en compte de l'hygiène de l'assainissement de base n'est pas vraiment effective comme l'eau. Et ma question, c'est, y a-t-il une périodicité pour, une possibilité, je dirais, pour pouvoir l'intégrer encore maintenant, ou bien il faut d'abord attendre une nouvelle révision? Je ne sais pas, j'avoue que je ne sais pas les révisions, comment ça se fait pour pouvoir l'intégrer. Merci. Et comment y arriver? En tant que société civile, comment on pourrait le faire? Merci. Merci beaucoup, Adisoda. André, vous pouvez répondre? Oui, merci pour la question. Effectivement, le problème se pose puisque nous avons fait le constat. Maintenant, comment est-ce qu'il faut y remédier? Pour y remédier, il faut le plaidoyer tel que le Burkina Faso l'a présenté.
Et il faut aussi des outils techniques pour accompagner le travail des acteurs de plaidoyer. Donc, nous avons les cadres stratégiques, les notes techniques, les notes d'information pour faire ce plaidoyer. Et il faut trouver les portes d'entrée. Et en termes de portes d'entrée, ça peut être une occasion d'actualisation, ça peut être une occasion de relecture, mais ça peut être également une actualisation des CDN. Au lieu d'atteindre directement le PNA, on peut profiter d'une actualisation des CDN pour travailler sur le sous-secteur de l'assainissement et de l'hygiène de base. Donc, voilà un peu ce que je peux apporter comme élément de réponse. Merci. Merci beaucoup, André. Ouais. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole? Des questions ou interventions? Il nous reste 4 minutes. Carole, oui? Joséphine, Carole? On ne t'entend pas, Carole. Est-ce que son micro n'est pas fermé? Non, il est ouvert, son micro. Quelqu'un d'autre? Des questions ou interventions? Ça a brûlé. Oui, Carole? Ça ne passe pas, quoi. Ina de JVE, vous avez activé le micro. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Ina? Non, non, désolé, c'était une erreur, désolé. Il n'y a pas de souci. Oui, des questions? Dalanda, Sadiga. Ok. Ok. Allô? Oui, Alors, ça... allez-y, Dalanda, oui, on vous entend. Tu nous pousses à parler. Donc, merci Alassane et merci à tout le monde. Je tiens vraiment à féliciter les présentateurs là. Nous avons beaucoup appris parce que nous sommes à nos débuts, c'est sûr. Et c'est sûr, avec l'ensemble de ces outils-là, qu'on pourra faire quelque chose au niveau pays. Donc, c'est par rapport à ça que je les félicite et je les remercie. Et on souhaite vraiment avoir la documentation, comme c'est en termes d'outils, pour qu'on ait ça sous la main, pour qu'on puisse avancer. J'ai juste une petite question par rapport à Julie. Ou même à Célestin. Julie, elle a donné des exemples de pays réussis comme le Cambodge et, si je ne me trompe, et le Madagascar. Est-ce qu'en termes de partenaires qui accompagnent pour la mise en œuvre de ces plaidoyers-là au niveau des pays, est-ce qu'elle peut nous dire clairement quels sont les partenaires qui ont pu accompagner ces pays-là? Parce que au niveau de représentation diplomatique, au niveau des pays, je veux parler de Wata Aid, qui est au Burkina. Ils ne sont pas toujours représentés dans différents pays comme nous, la Guinée. Et j'ai entendu parler de UNICEF et autres, mais est-ce qu'il y a d'autres partenaires vraiment clés qui peut-être pourront être représentés chez nous pour qu'on puisse les prendre pour l'accompagnement financier? Merci beaucoup. Merci Dalanda. Julie, je te laisse répondre. Merci Dalanda. Et peut-être que Célestin pourra compléter si il a aussi des choses à rajouter. Je ne vais pas vraiment parler du Cambodge parce que je sais que mon équipe n'a pas beaucoup participé à ce plaidoyer jusqu'à présent. Mais je sais qu'au Madagascar, l'équipe a mis en place un comité de différents acteurs pour justement mener cette influence des PNA et des CDN et juste WASH en général. Et c'est un comité qui est donc mené par le gouvernement du Madagascar et qui inclut des partenaires, donc en effet comme WaterAid et comme l'UNICEF,
des partenaires sous-nationaux et locaux, des groupes de femmes, des groupes du secteur privé et des partenaires financiers. Et c'est vrai que nous, en tout cas par notre expérience, et je parle du Madagascar, mais c'est des expériences qu'on a aussi vues au Bangladesh et en Éthiopie, à avoir vraiment un consortium de partenaires large pour nous aider aussi bien pour le plaidoyer que pour la mise en œuvre, que pour juste chaque partenaire a quelque chose à contribuer en fait dans ce processus. Plus on a un groupe de partenaires large et meilleur sera le résultat du PNA et du CDN. Mais peut-être, je ne sais pas, Célestin, si tu veux rajouter, je sais que tu travailles aussi avec beaucoup de partenaires pour ton plaidoyer pour le CDN. Je ne sais pas si tu as quelque chose que tu veux rajouter. Oui, bon, je vais juste dire aussi que nos partenaires classiques au niveau de nos différents pays, puisque tous ces partenaires aussi accompagnent le gouvernement. C'est pour ça que j'insiste sur la notion de, voilà, les ONG, les partenaires, nous accompagnons le gouvernement. C'est au gouvernement de dire ses priorités. Maintenant, nous passons. Au niveau du Burkina Faso, c'est vrai qu'il y a WaterAid, il y a aussi l'UNICEF, mais nous avons ici les différentes coopérations telles que la Suède, qui participe, qui contribue aussi justement à cette thématique climat et l'eau, hygiène et assainissement. Nous avons le Danemark, je ne sais pas s'ils sont au niveau de vos pays. Nous avons aussi la coopération belge. Au niveau du Burkina, ils s'engagent de plus en plus justement dans ces questions de changement climatique, ces questions de genre, ces questions de prise en compte de WASH en tant que tel. Mais il faut dire aussi que il y a aussi la contribution des associations et ONG locales. Par exemple, au niveau du Burkina, pour la révision de la CDN et du PNA, au fait, il y a un travail qui se fait pour un peu rassembler et collecter tous ceux qui ont des projets WASH et climat, des projets sur le climat, des projets d'adaptation. Ça veut dire qu'en fait, on doit pouvoir capter tous ces différents projets sans financement pour les mettre au niveau du plan d'action, au niveau du PNA, au niveau de la CDN, pour maintenant rechercher les fonds ensemble. Et en principe, pour cette révision de la CDN et puis du PNA, on doit en principe aussi maintenant aller à la mobilisation des ressources financières ensemble. Donc, je me dis, plus on a une meilleure participation à la révision, plus on s'est impliqué, plus également on doit aussi continuer à suivre la mise en œuvre. Et la mise en œuvre suppose aussi la mobilisation des ressources financières en tout cas pour chacun et pour chaque programme, quoi. C'est ce que je voudrais juste ajouter par rapport à ce que Julie a dit. Merci beaucoup Célestin. Je pense que ce sera la dernière intervention. Il est déjà 11h03. Je pense que Julie était dispo jusqu'à 11h. Elle a d'autres dossiers à gérer rapidement en urgence. Donc, nous allons nous en arrêter là en remerciant vraiment Julie, Célestin et André. Donc, vous nous avez accordé le peu de votre temps disponible pour préparer cette session et également la présenter. Donc, merci aussi à tous les participants et à toutes les participantes à cette session. Vous avez répondu présent. Donc, juste souligner que les documents, notamment les 3 guides de WaterAid sur l'intégration du WASH dans les CDN-PNA sont en cours de traduction en français. Donc, Julie et Célestin, nous les enverrons bientôt. Donc, je vous les partagerai à mon tour, ainsi que le compte rendu de cette réunion et également d'autres documents en lien avec cette session vous seront présentés. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous encore une fois et merci vraiment à Julie, Célestin et André pour leur disponibilité. Donc, on vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine session. Merci et bonne journée à toutes et à tous. Merci beaucoup à tous. Merci pour vos contributions. Ciao, ciao. OK, bye bye. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. On attend les documents. Merci beaucoup. Merci. OK, la traduction est déjà prête. Hein, oui, vous les aurez. C'est ça. Merci Alassane. Merci Alassane. Merci Dalanda. Au revoir. Ciao. Bye. Ciao. Ouais.